Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Vous êtes premier vice-président des Républicains, vous êtes même le premier vice-président et vice-président délégué, donc vous cumulez les titres, et vous êtes maire d'Antibes. Autour de 10%, c'est le score que vous promettent à vous les Républicains, les différents sondages pour les européennes, pour la présidentielle. D'où vient cette dégringolade ? Je pense qu'elle vient d'abord d'un échec cuisant au présidentiel. Ça, c'est vieux. C'est pas si vieux que ça. C'est un échec majeur parce que dans la Ve République, c'est la première fois que la droite républicaine n'arrive même pas au deuxième tour. Mais vous ne reconstruisez pas depuis. Et depuis, on a vu quand même une grande dispersion. J'utiliserai pas le mot trahison, mais un certain nombre d'entre nous ont participé au gouvernement, laissant penser que finalement Emmanuel Macron était dans la ligne politique qui était la nôtre, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait il n'y est pas. Donc on a beaucoup de confusion, beaucoup de division. Et vous n'arrivez pas à faire le clair ? Je pense qu'on est en train de le faire, et peut-être qu'on ne pouvait pas le faire parce que Emmanuel Macron, pendant un an, est resté très haut dans les sondages, que malgré le fait que Laurent Wauquiez, nous tous, disions qu'il était déconnecté des réalités, que la CSG était une très très mauvaise solution, qu'il apparaissait comme un président très technocrate. Vous étiez inaudible à ce moment-là ? On a été totalement inaudible. À cause de la hauteur des sondages en faveur d'Emmanuel Macron. Mais depuis, par exemple, dans cette crise des Gilets jaunes, vous n'avez pas été spécialement audible. Pourquoi ? On n'est pas audible parce que je pense qu'on est sincère et équilibré. Se jeter dans les bras des Gilets jaunes et dire demain il faut un vote pour pouvoir destituer le président de la République. On va revenir sur ce référendum. Qu'on vienne expliquer qu'il faut supprimer le Sénat, que finalement la démocratie représentative n'a plus aucune valeur. Eh bien, voir de la violence, ça nous oblige. Parce que nous sommes responsables et partis de pouvoir, ça nous oblige à avoir une attitude de recul. Nous sommes pour l'ordre républicain. Et puis, en même temps, oserais-je dire à la Macron, on est conscient que cette colère qui a couvé pendant un certain temps, à cause de l'attitude du président de la République, faite d'autoritarisme, je dirais même de mépris, et puis d'amateurisme, conduisait obligatoirement à cette situation de chaos. Donc dans le chaos, on appelle à la fois à l'ordre républicain, ce qui me paraît logique parce que notre pays importe plus que notre parti, et puis à l'écoute, on appelle le président à l'écoute de cette colère qu'il a lui-même suscitée. Vous voulez dire que les partis qui profitent, et le principal profiteur, si j'ose dire, de la crise, c'est le Rassemblement national, est un parti qui veut installer le désordre républicain ? Je pense que le désordre favorise toujours ceux qui sont les démagogues. Ouais. Parce que dans la course à la démagogie, les partis de pouvoir, ceux qui ont vocation à exercer le pouvoir et à prendre un jour les rênes de la France qui est en mauvais état, sont jamais gagnants. Le référendum d'initiative citoyenne que vous avez évoqué dans votre réponse précédente, aujourd'hui semble être la revendication qui fédère beaucoup de Gilets jaunes, en tout cas ce qu'il reste des figures des Gilets jaunes. Quelle est votre position par rapport à cela ? Le référendum, c'est pour la droite républicaine le contact du peuple et du président. Donc on n'y est pas opposé. Cependant, remarquons simplement que toutes les revendications très hétéroclites se sont rassemblées autour du référendum d'initiative citoyenne pour la bonne et simple raison, c'est que personne ne parle de la même chose. Le référendum, il a deux dangers. Le premier, c'est qu'on répond à la personne qui pose la question plutôt qu'à la question. Oui, ça c'est un classique du référendum national. Voilà, donc si Emmanuel Macron aujourd'hui posait un référendum, la réponse serait non. Quelle que soit la question, la réponse serait non. Ça, donc c'est ça qui est un petit peu la preuve, s'il avait mis les trois mesures qu'il a proposées, qui vont certaines dans le bon sens, en référendum, on lui aurait répondu non. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas discuter de tout en référendum. Référendum, c'est oui ou non. Donc les sujets complexes, comme la fiscalité, comme l'immigration... Donc il n'y a pas de nuance dans le référendum, mais il peut y avoir des tendances. Pardon, mais prenons un exemple. Est-ce que vous êtes pour le transfert d'une partie de la fiscalité sur la taxation carbone? Oui, tendance, vous voyez bien, vous avez choisi une question. Et vous avez choisi une question qui est extrêmement
limité dans le problème du consentement à l'impôt. Moi, je suis plutôt pour penser qu'il y a des collectivités territoriales et des territoires, il y a de la proximité. La fiscalité locale, contrairement à ce que pense le président de la République, est une fiscalité qui est assez bien comprise, parce que les gens voient concrètement ce que l'on réalise avec les impôts locaux. Pognon, voilà. Comme on dit donc il me semble que il y a 2 étapes qui me paraissent des réformes importantes. La première, c'est une décentralisation pour que les élus locaux retissent le lien avec les citoyens. Et je pense que finalement, celui des élus qui est le plus respecté, c'est le maire et son équipe municipale. Et le deuxième, je pense qu'il y a une concomitance aujourd'hui qui est caricaturale entre un président seul, une majorité qui fuit au premier coup de canon, une absence de relais dans le pays, des partis politiques qui sont affaiblis, des relais intermédiaires et des syndicats qui sont aussi inexistants. Et donc, quand on est le président tout seul, face au peuple non structuré, ça crée le chaos. Ça donne la séquence que nous avons vécue depuis quelques semaines. Mais regardez aussi quand même le fait que la concomitance du quinquennat est associée à l'absence de cumul des mandats, fait que la majorité d'un président de la République est extrêmement fragile. Parce qu'il faut absolument... Petit nouveau dans l'univers de la politique, c'est ça que vous voulez dire petit nouveau... Débutant, entre guillemets. Non, plus que débutant, non connecté à la réalité. Ce n'est pas des élus locaux qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on doit comprendre de votre réponse précédente que vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne au niveau local ? Au niveau local, elle existe. Et même au niveau national, elle existe. Après, on va changer les seuils. Au niveau national, c'est très compliqué. C'est 4,5 millions de signatures, 185 parlementaires. C'est très compliqué. On peut changer les seuils. Mais à mon avis, on doit aussi définir l'espace sur lequel on peut poser ce genre de questions. Alors justement, vous êtes un spécialiste de la bioéthique. Vous avez énormément travaillé. Vous avez signé plusieurs lois de votre nom. Dans les projets de réforme qui sont devant nous et devant le président de la République, en tout cas ceux qu'il continue à essayer de porter, il y a la PMA, la fin de vie. Est-ce que c'est des sujets qu'il faut exclure des référendums ? Alors je pense qu'il faut les exclure de référendum, mais j'ai pris l'initiative, vous le savez, en 2011, de créer des états généraux de la bioéthique et des états généraux sur la fin de vie. Et je pense que c'est une très très bonne chose qu'on débatte de ces sujets. Ces sujets, à la fois, ils ne concernent pas uniquement les experts et les politiques, ils concernent le peuple tout entier. La conscience de chacun, souvent. Et pour autant, réduire le problème de la fin de vie dans sa solidarité, dans son humanité, dans sa fragilité, au seul fait de dire est-ce que vous voulez qu'on donne ou non la mort à celui qui la réclame, je trouve que c'est extrêmement réducteur. Donc attention au référendum sur les questions complexes. Sur le fond, est-ce que vous pensez que cette réforme, dans l'état d'affaiblissement où est le pouvoir aujourd'hui, est-ce que ces réformes, en particulier par exemple sur la PMA pour toutes, est-ce que c'est une réforme qui est faisable dans l'état actuel des choses ? Je pense que malheureusement, le président de la République s'est mis dans une situation dans laquelle il va avoir beaucoup de mal à faire la moindre réforme. Typiquement celle-là ? Celle-là, vous savez, les réformes de bioéthique, elles ont toutes été votées, la bioéthique ou les fins de vie, on a réussi à les faire voter à l'unanimité. Si on les a votées à l'unanimité, c'est pas parce qu'on a fait des compromis, c'est pas parce qu'on a fait des compromissions, c'est simplement parce qu'on a débattu sur le fond. Et je pense que ce qui manque le plus aux Français aujourd'hui, c'est un débat sur le fond. Et je pense que la bonne façon de résoudre ce problème, de cet homme seul qui de Jupiter passe à un homme banal, c'est de faire en sorte que le quinquennat se divise en 6 ans pour le président, 4 ans pour les députés. À ce moment-là, on aura un souffle démocratique qui permettra de ne pas caporaliser l'ensemble des députés, de ne pas en faire un bloc monolithique qui explose à la première révolte, et de faire une véritable démocratie moderne et apaisée. Prochain rendez-vous démocratique, les européennes. Vous avez dit que vous ne seriez pas tête de liste pour les Républicains. Qui doit l'être ? Je pense que je vais vous répondre bizarrement et je vais m'en expliquer. La tête de liste du Front National, ça sera Le Pen. La tête de liste d'En Marche, ça sera Macron. La tête de liste des Républicains, ça sera Laurent Wauquiez. Même si ce n'est pas lui physiquement qui est à la tête Même de si ce cette n'est pas liste. lui physiquement. Le président de la République, dans une démarche probablement un peu machiavélique, a pensé qu'il ne fallait plus aller dans les régions et qu'il fallait nationaliser le débat. Et donc le débat sera national. Et donc
faisons une équipe, faisons un projet, et puis faisons en sorte que nous tous, nous défendions le projet européen qui n'est ni le fédéralisme de Macron, ni la sortie de l'Europe de Le Pen. Merci Jean Lenotti. C'est moi qui vous remercie.